Mais nous allons maintenant ouvrir un autre volet à notre colloque à partir d'une question qu'on a tous, c'est l'internationalisation. On n'a qu'à nous regarder, nous qui sommes là, on est vraiment de cultures différentes, de pays qui articulent la vie religieuse et l'État de manière différente. Voilà, diversité. Et face à cette mondialisation qui nous mélange tous, la vie religieuse a pris des initiatives. Donc le titre, qui était peut-être un peu difficile à comprendre, du communautarisme à la communauté, c'est Jacques qui va animer cette table ronde pour nous aider à comprendre la chance et les difficultés de la multiculturalité, plus exactement du vivre ensemble quand on vient de cultures différentes. Donc je laisse la parole tout de suite à Jacques. Merci Jean-Claude. On m'entend là ? Non. Donc merci Jean-Claude. Alors, donc le thème de maintenant, ce premier rendez-vous, si vous voulez, avec notre monde, c'est le fait que nous vivons dans un monde où l'internationalisation est une donnée fondamentale. Et en même temps, nous voyons ressurgir un peu partout l'idée de frontières. Il y a même des murs qui s'érigent dans certaines parties du monde. Et on voit bien les phénomènes de migration qui ne cessent de s'amplifier. Alors, vous me direz, pour les religieux, les religieuses, l'internationalisation, ce n'est pas quelque chose de neuf. Beaucoup de nos congrégations sont des congrégations à dimension internationale. Cependant, je pense que cette question se pose aujourd'hui à frais nouveaux. Et c'est ce que nous allons essayer de voir avec ce thème du communautarisme à la communauté. Alors, peut-être pour préciser un tout petit peu les choses rapidement, aujourd'hui, nous vivons donc au rythme de la mondialisation, de la globalisation, de l'internationalisation, et c'est vrai dans différents domaines, l'économie, l'éducation, l'information, la culture, les religions, tout ça, c'est en mouvement. Et en même temps, et c'est là qu'est le paradoxe, en même temps surgissent ce qu'on appelle des formes de communautarisme. Alors, entendons-nous un peu sur ce terme. Quelques caractéristiques de ce phénomène, c'est d'abord la subordination de l'individu au groupe qui lui assure en retour une protection et une identité forte. Donc derrière le communautarisme, il y a aussi cette idée, cette recherche de l'identité forte qui permet de s'affirmer. Deuxième caractéristique, la tentation du repli sur soi. On va exalter les règles, les codes, les valeurs propres au groupe. Et enfin, troisième caractéristique, la tendance à l'intolérance qui peut se traduire par l'intimidation face aux autres groupes ou aux membres du groupe identifiés comme déviants. À partir du moment où on rentre dans ce groupe, il n'est pas question de dévier de la ligne. Si on regarde la vie religieuse, on peut se poser la question, qu'en est-il de la vie consacrée ? Elle aussi vit au rythme de la mondialisation. Bon, je l'ai dit, beaucoup de congrégations sont internationales. On s'aperçoit aussi que les religieux, les religieuses, ils bougent. Il y a une mobilité très grande. Et en 2014, en France, il y avait 2605 religieuses étrangères et 4439 religieux françaises à l'étranger, religieuses françaises à l'étranger. Donc ça va dans les deux sens. Et pour les religieux, eh bien, 459 religieux étrangers en France et 550 religieux français à l'étranger. Donc vous voyez, ce phénomène de mondialisation, il existe dans le monde des religieux. Alors,
si la vie en communauté est une caractéristique du style de vie des religieuses et religieux, comment la vie communautaire répond-elle à la tentation communautariste? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà. Alors pour cela, pour nous aider, on ne va pas partir de grandes idées, on va partir de choses concrètes. Alors d'abord, on va vous montrer un radio-trottoir qui a été fait. Vous avez 5 minutes de radio-trottoir et vous allez entendre ce que disent des gens, pris un peu au vol, sur cette question communauté et communautarisme. Pour moi, c'est un groupe de personnes qui s'identifient à quelque chose. Ça peut être religieux, ça peut être lié à une conviction, ça peut être un mode de vie. Un rassemblement d'individus de tout horizon qui ont une cohérence entre eux sur le plan social et humain. C'est un ensemble de personnes qui doivent vivre, je dirais, harmonieusement. Oui, ça serait ça, le vivre ensemble et essayer de vivre le mieux possible avec certaines règles. C'est un groupe humain, un groupe de gens qui a des valeurs, un mode de vie, une éducation un peu du même genre. Par exemple, la communauté française, la communauté nationale. C'est un ensemble de personnes qui partagent des valeurs, des intérêts communs. C'est être solidaire avec les autres, envers les autres. Pour moi, c'est très important. Genre, c'est pas forcément des personnes qui se côtoient dans la réalité. Ça peut être quelque chose d'assez virtuel comme très concret. Une communauté, pour moi, ça m'évoquerait un groupe d'individus qui revendiquent une appartenance à une origine, une culture identique. Voilà. Ça aurait plus une connotation d'origine. Communauté, c'est un groupe de personnes. Communautarisme, c'est un peu exclure les autres au profit de sa propre communauté, pour moi. Communautarisme, c'est plutôt négatif. On reste retranché sur soi-même, également pour un groupe de personnes. Communauté, c'est plutôt positif, on vit ensemble. Le communautarisme, c'est se refermer. C'est une façon de dire qu'il y a des groupes de gens qui, eux, se ferment complètement, même s'ils vivent en France. On pourrait penser que c'est un côté peut-être un peu plus sectaire, le communautarisme, c'est quelque chose un peu plus fermé, alors que la communauté, c'est peut-être un concept qu'on pourrait voir comme un peu plus ouvert, dans lequel les gens peuvent plus facilement, auquel les gens peuvent plus facilement accéder. J'ai vraiment l'impression que on rentre dans un système, de cloisonnement. La communauté, pour moi, ça n'a pas vraiment d'effet, de connotation péjorative, à l'inverse du terme communautarisme, qui lui m'évoquerait plutôt un repli identitaire, un repli sur soi. Voilà ce que nous disent des gens pris au hasard dans la rue. Alors nous allons maintenant écouter des personnes qui n'ont pas été prises au hasard cette fois-ci, donc qui vivent une expérience communautaire qui est marquée par la dimension internationale. Alors, je vais très rapidement les présenter, ou plutôt le frère Jean Friand, ce sont 3 frères de Saint-Gabriel. Le frère Jean Friand, alors je lui laisserai le présenter lui-même, donc je n'insiste pas. À ma droite, le frère Arsène Boyomo. Alors, le frère Arsène est né à Kinshasa, en 72, et il a travaillé pendant plusieurs années auprès d'handicapés mentaux. Puis il a fait des études de lettres classiques et enseigné le latin dans un séminaire interdiocésain et à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Et
il est arrivé en France pour une raison qui peut-être pour lui était inattendue, mais enfin, on en reparlera. Le frère Joseph, lui, à Rokia Jaraj, excusez-moi, le frère Joseph est tamoul, originaire de l'Inde. Il a 40 ans et il a été pendant 6 ans maître des novices en Inde. Puis ensuite, on lui a dit d'aller à Rome suivre une formation de formateur. Et l'idée, c'était qu'il retourne en Inde comme maître des novices. Et puis là aussi, ça c'est le charme de la vie religieuse, il y a quelquefois des trajectoires inattendues, et sa trajectoire l'a amené actuellement en France. Voilà, donc là aussi, il aura l'occasion éventuellement de s'exprimer. Voilà, donc je vais laisser au frère Jean Friand la charge de nous présenter leur expérience. Il va nous le présenter pendant une 40aine de minutes. Et puis ensuite, nous pourrons avoir un temps d'échange avec vous, via les petits papiers. Maintenant, vous connaissez le système. Et au cours de cet échange, les 3 frères pourront réagir, pourront intervenir. Et par conséquent, éventuellement, si sur votre petit papier, vous souhaitez diriger soit une question, soit une réaction vers un frère précis, eh bien, vous indiquez frère Joseph, frère Jean, frère Arsène. Voilà. Je laisse la parole à Jean. Merci. Jacques, bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a 3 autres frères avec nous, vous ne les voyez pas, mais ils sont très présents, parce que c'est les 3 autres frères de la communauté, on en dira un mot dans l'exposé. Alors, l'internationalité, vous connaissez tous, certains ont une expérience beaucoup plus importante que nous. On nous a demandé de présenter notre modeste expérience. On veut bien se livrer, je crois que c'est dans cet esprit-là que l'on accepte d'être devant vous. Alors, l'international, moi je peux dire pour ce qui me concerne, je l'ai vécu pendant presque toute ma vie religieuse. En tout cas, ça commence dès 25 ans, lorsque je vais au Gabon au titre de la coopération. Bon, là, c'est frères congolais et frères français au Gabon. Ensuite, je reviens, pendant 12 ans, j'ai été professeur de mathématiques à l'Université catholique d'Angers, tout en vivant communautairement avec des étudiants français et africains. Alors, il m'a dit, je me présenterai, c'est un peu justement ce parcours à l'international. Je serai ensuite provincial, 6 ans, dans une province ayant des frères en France, mais aussi à Madagascar et à l'île Maurice. Et des frères donc originaires, oui, de ces pays. Ensuite, 18 ans de vie à l'international à Rome, dans notre maison généraliste, comme assistant 6 ans, 12 ans comme supérieur général. Et la moitié du temps, à ce moment-là, je serai hors de notre résidence romaine en visite des 1200 frères situés dans une trentaine de pays sur les 5 continents. En 2000, je reviens en France et je me retrouve à Angers, 9 ans, dans une communauté fréquentée par des frères indiens, étudiant le français en vue de partir en mission à Madagascar, et des frères d'Afrique, étudiant en théologie, anglais ou sciences de l'éducation. Mais quelle est donc la nouveauté de cette communauté internationale dans laquelle je vis depuis l'an dernier? Donc c'est modeste. Je pense qu'il y a d'abord sa création, voulue par un chapitre général, sa composition, sa mission, son vécu. Donc dans cet exposé, je voudrais d'abord présenter ces différents aspects et terminer par une évaluation que nous avons faite entre nous pour venir devant vous. Et ce sera cette évaluation un peu comme une porte d'entrée dans notre communauté, sur nos engagements. Alors tout d'abord, donc, la mise en place de cette communauté, une fondation laborieuse. La décision de la création de cette communauté a été prise par le chapitre général de 2006. L'ouverture ne se fera que 8 ans plus tard.
Alors pourquoi un temps si long? Alors en 2006-2009, le supérieur général dit à la France, mettez donc en place une commission qui va essayer de répondre à la faisabilité du projet en répondant aux questions suivantes. Pourquoi une telle communauté internationale? Quel projet, quel statut, quelle composition, quel lieu d'implantation, quelle date de création, quelles conséquences financières? Alors, la raison d'une implantation à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Vendée, c'est là que nous vivons, est évidente. Il s'agit de maintenir sur le lieu de fondation de la congrégation une communauté de frères représentant le visage international de la congrégation pour y assurer une mission de présence et d'accueil. Je sais que beaucoup de vos congrégations ont ainsi une communauté internationale sur le lieu d'origine. Alors, dès le départ, cette création était située dans le contexte de la mondialisation. Il était souhaité d'avoir 6 frères, et c'est le cas. 2 d'Asie, où se trouvent plus de la moitié des 1200 frères de l'Institut, 600 Indiens, sans compter les frères de Thaïlande, Malaisie, Singapour, 2 d'Afrique, où nous sommes dans 14 pays sur un total de 33, et les 200 frères africains sont jeunes, avec une moyenne d'âge de moins de 40 ans. Enfin, 2 frères des provinces occidentales, dont un Français, du fait de l'origine de la congrégation. Et là, cette commission dit, tiens, ça serait bien, en 2012, l'année du nouveau chapitre, d'avoir cette fondation. En réalité, il faut attendre le nouveau conseil général qui s'empare du dossier et qui décide qu'en septembre 2013, ça ira. Encore faut-il trouver des frères disponibles et des provinciaux surtout, qui acceptent de s'en séparer, de les lâcher, oui, pour ce projet. Alors c'est en avril 2014 que les 6 frères sont tous connus. Ils ont été nommés pour un mandat de 3 ans, renouvelable, par le frère John Kalarakal, supérieur général indien. Alors il y a donc Joseph, et Don, qui n'est pas ici, de l'Inde. Il y a Arsène du Congo, qui est ici, et Zacharie du Sénégal, Maurice et moi, de France. Les 2 sont français, mais ils sont bien occidentaux. Alors on a respecté un peu le travail de la commission. Et puis, oui, les mandats, la commission disait il faut que ça soit 6 ans, parce que c'est un investissement. En réalité, ça faisait peur 6 ans, donc c'est dire 3 ans renouvelables. Alors, il faudrait pouvoir écouter chacun pour savoir comment il a reçu un tel appel. Ses réticences, son enthousiasme. Joseph et Arsène, ici présents, pourront s'exprimer sur ce sujet. Personnellement, depuis 4 ans, je vivais dans un EHPAD, comme supérieur d'une communauté de 40 frères, vivant avec 40 autres résidents laïcs. Et là, je m'étais dit, c'est dans un EHPAD, c'est pour la vie. Non. Fallait-il demander à Zacharie, je vais parler des 2 absents, de cesser sa mission en Guinée-Conakry, où les besoins sont immenses et où nous étions implantés à la demande de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, suite à la chute de Sékou Touré. Fallait-il demander à Don, Dominique, de laisser sa mission dans les bidonvilles de Hyderabad et dans les villages reculés de l'Andhra Pradesh, sans eau ni électricité, alors qu'il venait d'achever un master comme travailleur social. Frère Maurice était déjà sur place en attente de cette création. Alors, en France, la plupart des frères voyaient mal un tel investissement humain. Pour que le projet soit mieux accueilli et soutenu, ça nous semblait important, nous avons pris le temps de rencontrer tous les frères de France lors de rencontres par secteur géographique. En mai dernier, nous avons eu aussi l'opportunité de faire la même présentation et de rendre compte de ce que nous vivions déjà à l'ensemble des frères provinciaux réunis à Saint-Laurent-sur-Sèvre en conseil élargi. Alors, la question c'est une communauté de plus en France ou une réelle communauté internationale? Alors, avec une telle communauté située en France,
comprenant 2 frères français, dont un ancien supérieur général, un second, Maurice, déjà sur place depuis plusieurs années, Maurice Serrault, que certains peuvent connaître, il a été dans la formation internoviciat, communauté suivie pour son fonctionnement par le provincial de France, et dont la personne de référence au sein du Conseil général, c'est le seul frère français qui se trouve dans ce conseil. Est-ce bien une communauté internationale ou simplement une communauté de plus en France avec des frères de plusieurs pays, comme il en existe tant d'autres? Alors, j'écrivais, nous serions tous égaux dans cette communauté, mais certains le seraient, plus que d'autres. Déjà au niveau de la langue, et nous évoluons dans un contexte français. Cela peut isoler les frères indiens, compliquer leurs insertions apostoliques. Il doit fournir un gros investissement pour l'apprentissage du français. Ils savent nous le dire, qu'ils font beaucoup d'efforts pour apprendre le français et nous, relativement peu, pour améliorer notre anglais. Alors, pour corriger un peu cette distorsion, nous avons décidé d'utiliser l'anglais comme langue de communication lors des temps de prière et des repas 2 jours par semaine, le lundi et le vendredi. Vous y êtes invités. Et il y a aussi le rapport à l'argent. Alors les frères français, ils détiennent la signature du compte communautaire. Ils sont sauvés. Alors, évoluant dans un monde où l'argent est virtuel, il a été convenu que chacun disposerait d'une carte de crédit bancaire, alimentée, selon les besoins de chacun, à partir du compte communautaire. Ainsi, chacun est à même de faire un plein, d'acheter un billet, de prendre faire un voyage avec Blablacar. Il faut évidemment avoir maintenant une carte de crédit, autrement on est perdu. Donc avoir quand même, un peu plus, d'être un peu égaux, y compris par rapport à une possibilité d'utiliser l'argent. Alors pour les tâches, on s'est réparti un certain nombre de tâches, mais nous avons quand même une dame qui assure un certain nombre de services, dont la cuisine. Ceci pour vous dire que la cuisine est donc essentiellement française. Bravo. Vous avez deviné, même s'il y a de temps en temps une cuisine sénégalaise, le poulet yassa, parce que la cuisinière a accepté de se former avec une dame sénégalaise toute proche, et puis il y a le frère Zacharie qui aime bien cuisiner aussi. Le foufou congolais, du frère Arsène, très important. Et pour la cuisine indienne, nous avons eu recours à un restaurant indien à Cholet. Oui, parce qu'il ne voulait pas trop s'y lancer. Alors le contexte, je dirais après, on a eu un contexte favorable de temps et de lieu. Je crois que c'est heureux que ça ne soit pas créé, que cette communauté ne se soit pas créée en 2006 ou aussitôt après. Bon, le contexte favorable le plus important, c'est que nous avons été tous nommés au même moment. Et donc on nous a dit, vous avez à créer une communauté internationale. Souvent, on arrive dans une communauté existante, c'est des pièces rapportées en morceaux. Bon, il faut s'y faire. Tandis qu'ici, on devait bâtir ce projet ensemble et tous sur la même ligne de départ. Et aussi, on a eu cette chance que notre maison d'origine a été déconstruite en 2012, mais la congrégation a construit une maison de congrégation, justement, la province de France. Et c'est là que nous logeons, elle sert aussi pour de l'accueil, et c'est là que nous avons emménagé tous ensemble. Donc aller dans un showroom pour voir un peu quel type de literie ou de meubles on allait choisir. Voilà. Et je crois que c'est par des détails de cette façon que se construit la communauté. Alors, le contexte de temps vraiment favorable, c'est nous étions au moment de l'année de la vie consacrée. On est arrivé à ce moment-là. Ça, c'est une chance, parce qu'on avait même des jeunes frères qui pouvaient participer aux rencontres des jeunes religieux en France ou à Rome. Et puis, alors, en Vendée, vous avez les jeunes sœurs, ici, il y a la sœur Anne-Lise, qui ont initié un projet original auquel 4 des frères ont été associés.
vous connaissez l'opération Dodoche. Hein, la rencontre des gens par doyenné, en allant sur les parkings de supermarchés, en rencontrant les jeunes pour leur parler de la vie consacrée. C'est vraiment magnifique. Les journaux en ont fait écho, hein, jusqu'à TF1, hein, le 13h de Jean-Pierre Pernaut. La Croix aussi, et Google. Bon, nous sommes rentrés, pour nous, famille Montfortaine, dans une année du tricentenaire de la mort du père de Montfort, 28 avril 1716. Donc il y a beaucoup d'accueil à faire sur ce lieu vénérable. Donc ce lieu, oui, il est favorable, Saint-Laurent, parce que, bon, c'est une petite, vous ne connaissez pas, Jean-Paul II a fait un peu sa publicité en septembre 96, mais il y a l'avantage d'avoir dans une commune de 3500 habitants, donc 3 maisons mères, hein, de la Compagnie de Marie, des Filles de la Sagesse et des Frères de Saint-Gabriel. Et 3 communautés internationales. Hein. Les sœurs ont lancé ça, elles sont toujours plus rapides. En 2009, hein, 5 sœurs, les pères ont suivi, hein, 4 pères, 4 nationalités, et voilà les 6 frères aussi, par derrière, 6 frères, 4 nationalités. Et nous avons entre nous une rencontre régulière, enfin tous les mois, on se retrouve donc à 15, 10 nationalités pour échanger, hein, sur notre spiritualité, prier, et puis, bien sûr, un repas. Alors, l'autre chance que nous avons à Saint-Laurent, pour nous, frères enseignants, c'est d'être insérés dans un établissement scolaire. 2600 élèves, 600 internes, et donc nous sommes très en lien avec ces jeunes. Et de plus en plus, notre maison attire les jeunes pour des projets donc intéressants. Enfin, intéressants. Je pense entre autres, cette semaine, nous avons quitté hier la communauté, et depuis lundi, donc 6 jeunes de Jeunesse et Lumière rencontraient, hein, par classe ou double classe, hein, les jeunes de l'établissement, hein, pour témoigner de ce qu'eux vivaient. C'était quelque chose de formidable. C'est nous qui les avons hébergés dans la communauté. Tout ça, ça se passait dans la communauté. Et depuis quelque temps a commencé aussi un parcours alpha pour jeunes, donc des jeunes qui évangélisent des jeunes. Et pendant ce temps-là, la communauté, elle passe 1 heure, de 12h30 à 1h30, dans la chapelle pour prier, pour que les jeunes aient du succès dans leur évangélisation. Je crois que c'est un peu notre rôle, hein, c'est les jeunes surtout qui peuvent rejoindre des jeunes, on le voit là, mais on peut quand même accompagner tout cela. Alors je dirais ce qui a été important aussi pour nous, c'est les moyens que nous nous sommes donnés pour faire communauté. Alors d'abord, des temps de formation, temps de rencontre, temps d'évaluation. Temps de formation, 4 d'entre nous ont eu l'avantage de suivre la session organisée par la COREF en juin 2014, à l'intention des communautés multiculturelles, qui avait pour thème « Passer du multi à l'interculturel » à Chevilly-la-Rue. Vraiment, ça, c'était en juin. Nous n'existions pas encore comme communauté. Ça a été en septembre, le 29 septembre suivant. Mais à partir des interventions et des échanges avec d'autres communautés internationales, nous avons vraiment pris conscience que nous entrions dans une aventure avec de nombreux défis à relever. Ça, c'était une chance. Pour moi, je l'ai vécu. On dit, il y a quelque chose qui... Je rentre dans quelque chose de nouveau. Il y a eu les sessions Welcome, hein, organisées par la cellule d'accueil de la Conférence des évêques de France en lien avec la COREF pour aider les religieux venant de l'étranger à découvrir la France et son Église, qui ont été très appréciées par les 3 frères qui les ont suivis. Frères Arsène et Joseph, qui en ont été bénéficiaires, pourront à l'occasion vous donner leur point de vue. Je crois que ça a été très, très important pour eux. 3 d'entre nous aussi ont suivi avec beaucoup d'intérêt une session organisée en février 2014 par les Sœurs de la Providence de la Pommeraye pour leurs sœurs se préparant à leur engagement définitif, et elles avaient ouvert, sur les malentendus culturels. Vraiment très, très intéressant, très pratique.
donc animé par un dominicain togolais. Et bien sûr, les sessions d'apprentissage du français pour Don et Joseph. Donc des temps de formation, je crois que c'est essentiel, et on les a vécus plus ou moins ensemble. Des temps de rencontre. Il nous a semblé que, bon, ça existe dans toute communauté, mais ça nous semblait important que pour exister, il nous fallait des temps importants de dialogue pour mieux nous connaître et définir notre projet. Alors, le lancement de la communauté a été fixé au 29 septembre 2014, la Saint-Gabriel, d'autant que notre communauté s'appelle donc Communauté internationale Gabriel Dehaye, qui a joué un rôle important dans notre fondation. Nous avons passé le week-end précédent en abbaye pour réfléchir et échanger sur les questions suivantes. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui m'habite au début de cette nouvelle communauté? Comment je vois cette communauté? Quels sont les aspects importants qui doivent impérativement être dans notre projet? Qu'est-ce que j'attends de la communauté? Quelle mission de la communauté, indépendamment des activités de chacun? Et nous avons eu la chance d'en faire un compte rendu à 3 des assistants généraux venus de Rome pour la circonstance. Un Français, un Indien, un Sénégalais. Alors, toutes les semaines, nous avons tenu à nous retrouver durant 1 heure, 1 heure et demie, sinon plus, pour organiser notre vie ensemble, partager notre vie de prière, notre passé. Nous sentons bien qu'il nous faudra encore prendre beaucoup plus de temps pour nous connaître et nous accueillir différents. On commence à apprendre un peu notre histoire, notre pays, tout ça, ce qui nous marque. Mais c'est vraiment un chemin, que l'on commence. Et suite aux souhaits exprimés par les frères de la communauté, le supérieur rencontre régulièrement chacun. C'est une tradition qu'on avait connue jeune frère, donc je ne connaissais plus, qui est reparti. Alors, je voudrais maintenant, et j'arrive à la dernière partie, mais celle, je crois, qui est la plus importante. Je vous ai dit, on va ouvrir la porte de la communauté maintenant. Alors, c'est la relecture de cette expérience. Et donc, on l'a faite. Alors, on avait déjà, en février dernier, passé un week-end en abbaye pour déjà regarder ce que nous avions apprécié lors des premiers mois, ce que nous regrettions, ce que nous souhaitions améliorer. Merci, Jacques. Alors, en vue de préparer cette intervention, nous nous sommes de nouveau tous retrouvés, à part Don, retenu en Inde, pour des questions de papier. Alors donc, 1 journée et demie avec le frère assistant en charge du suivi de la communauté. Et voilà, je voudrais donner donc quelques éléments de cette rencontre. Alors, le frère Aloïs, prieur de Thésée, parlant en juillet dernier de leur communauté comme laboratoire de fraternité, reconnaissait leurs difficultés liées à l'interculturalité. Je le cite, « Je ne le cache pas, malgré la foi commune, il peut arriver que nous ne réussissions pas à éviter des éloignements qui demeurent. Il y a des différences de caractère, c'est évident. Nous pouvons être maladroits et même faire des fautes, c'est évident aussi. Mais il peut y avoir quelque chose d'encore plus profond qui ne dépend pas entièrement de nous. Une distance trop grande entre les visages variés de l'humanité que nous portons. Distance accentuée parfois par les blessures de l'histoire entre nos pays et continents. Alors bien sûr, si ces problèmes liés à l'interculturalité existent à Thésée, ça existe sans doute plus chez nous, ça nous affecte. Il y a d'abord le problème dû aux langues qui provoque incompréhension, malentendu. Oui, alors on n'est pas à l'aise. Je dirais Joseph est peut-être à l'aise en français, donne un peu moins, et nous alors, on baragouine avec l'anglais. Alors si bien que nos échanges doivent utiliser un vocabulaire restreint, toujours simple, d'où l'impression d'un appauvrissement de la pensée. Faute de nuances, le discours est schématique. Il perd de sa couleur, de sa saveur,
de sa spontanéité aussi. Adieu les jeux de mots et d'une façon générale l'humour. Il faut en garder un peu quand même, sinon on ne tiendra pas. Il est propre à chaque culture, il risque de n'être pas compris. Quand nous faisons des jeux de mots, nous savons que nous marginalisons quelques-uns qui ne peuvent les comprendre. Pire, des malentendus peuvent surgir du seul fait d'une mauvaise interprétation du vocabulaire. Cela va de la boutade à la blessure involontaire. Et je vais les citer, ils sont ici, donc je ne parle pas des absents. Je pense à la complicité entre les frères Arsène et Joseph, qui aiment se taquiner. C'est pas mal. Alors Arsène disait à Joseph, tu es moqueur. Ça revenait souvent. Ah, tu te moques. En anglais, ce mot a une connotation négative. Et bon, ça a pu être dit qu'il n'avait pas du tout lorsqu'Arsène l'utilisait, l'employait. Il y aurait d'autres, évidemment, exemples, mais celui-là avait été assez bon. Alors depuis, il continue de se taquiner, mais Arsène, il est bloqué maintenant dans son vocabulaire. Alors, dès le départ, nous nous étions dit que nous aurions souvent à demander pardon et à nous pardonner. C'est bien ce qui s'est passé. Personnellement, je n'ai jamais eu autant d'occasions de demander pardon, y compris effectivement, parce qu'on peut se demander pardon aussi par des attitudes, mais autant donc que depuis que je suis dans cette communauté. Alors je pense à ce que le pape François a dit aux 5000 jeunes consacrés réunis à Rome. Il y avait Donne de chez nous, le 17 septembre 2015. Vous connaissez sans doute, ça va loin. Je vais vous dire quelque chose d'un peu difficile. Je vous parle sincèrement. L'un des péchés que je vois souvent dans la vie communautaire est l'incapacité de se pardonner entre frères, entre sœurs. Les médisances dans une communauté empêchent le pardon. J'aime dire que les médisances ne sont pas seulement un péché, mais médire est également du terrorisme. Et je trouve que ça fait fort parce que depuis, évidemment, on sait ce qu'on a connu ici à Paris, mais il continue. Car celui qui médit jette une bombe sur la réputation de l'autre et détruit l'autre qui ne peut pas se défendre. Et ainsi, le religieux, la religieuse qui a consacré sa vie à Dieu devient un terroriste ou une terroriste car il jette dans sa communauté une bombe qui détruit. Alors, 8 frères de Saint-Gabriel participaient à cette rencontre venant du Brésil, de l'Inde, de Madagascar et du Sénégal. Et on a eu cette chance, c'est qu'après Rome, ils ont passé, c'était prévu dans le programme par le Conseil général, ils ont passé une semaine chez nous, rencontré d'ailleurs les élèves, mais surtout, ils nous ont fait part de ce qu'ils avaient vécu. Bien sûr, ce passage de l'intervention du pape les avait marqués. Ils nous ont dit aussi combien la question de vie fraternelle en communauté revenait souvent dans leurs échanges en groupe linguistique. Voici quelques expressions utilisées lors de notre évaluation. Je sens que j'ai été ignoré à cause de la langue française. Bon, on a pu se le dire. Lors de changements d'horaire, je ne suis pas suffisamment informé pour le supérieur, car ces changements sont donnés en français oralement. C'était en février, ça. Je pense que la compréhension est plus importante. Bon. J'ai souffert de ne pas me faire comprendre par l'autre. Alors, ce que je vous ai déjà dit, nous faisons des efforts pour l'apprentissage du français, nous disent les frères indiens, mais vous n'en faites guère pour l'anglais. Même si l'un disait, je continue mon apprentissage de l'anglais. Et personnellement, je continue aussi, en lisant des choses. Bon, j'ai eu l'avantage de vivre et de fréquenter beaucoup l'Inde, entre autres. 19 fois, j'y ai passé pratiquement 2 années avec toutes mes visites. Alors, nous souhaiterions qu'avant de venir dans la communauté, les frères soient vraiment bilingues. Bon. Frère Don est arrivé sans un mot de français il y a un peu plus d'1 an. Alors, le choix fait dès le départ d'avoir 2 frères par continent
évite un trop grand isolement. Bon, peut-être qu'il y a le danger de se replier, par contre, de se retrouver entre soi. Mais je ne trouve pas que ça. L'intérêt est plus important. Alors, plus profondément, il y a l'expérience d'une pauvreté nouvelle, celle de ne pas pouvoir communiquer pleinement, expérimenter une distance dans les relations, découvrir qu'un savoir acquis demeure inutilisé. Privé des atouts, des repères habituels, c'est l'expérience des mains vides. Et ça peut être douloureux pour les frères, surtout venant d'ailleurs. Un père Montfortin de la communauté internationale de la Compagnie de Marie l'exprimait récemment à sa manière. En Indonésie, d'où il est originaire, il était supérieur et formateur. Depuis mon arrivée à Saint-Laurent, il dit « Je me sens petit. Je découvre que je ne peux pas imposer ma manière de voir, en particulier pour la liturgie. » Il se trouve entre autres avec un prêtre, un père italien, pour lequel la liturgie romaine est quand même une référence. Il apprend, dit-il, à entrer dans le projet des autres. Nous vivons nous aussi cela dans la liturgie, la prière. C'est venu dans nos échanges, nous avons des façons d'animer différentes. Certains se retrouvent très bien dans la prière de temps présent, prière officielle de l'Église, souhaitent rester proches de sa structure. D'autres aiment varier l'animation, accordant plus de temps au silence et à l'intériorité. Il y a l'influence indienne, même la façon de prier en lotus, et puis être dans des chaises. Il peut y avoir donc de la frustration dans ces types d'animation. Alors nous nous sommes donné la règle d'essayer de rentrer dans la prière de l'autre en laissant à chacun la liberté de son type d'animation. Peut-être on pourra progresser vers quelque chose de plus commun. Là, c'est moi qui le dis, comme breton, il me semble que comme Français, nous sommes peut-être plus que d'autres portés à nous croire détenteurs de la vérité et des seules bonnes façons de faire. Bon, tant pis, mais je peux le dire plus facilement que Joseph. Par ailleurs, dans notre communauté, nous sommes les anciens, les deux Français, là, et avons le poids de l'autorité, d'autrefois et de maintenant. Nous disons facilement, on est direct, ce que nous pensons, au risque de heurter d'autres qui ne veulent pas, ils sont gentils, ils ne veulent pas contrarier. Donc on ne va pas bloquer, braquer, mais pour lesquels il est parfois difficile de savoir ce qu'ils pensent, parce qu'on ne dira pas. Français, nous serions directifs, faisant penser au titre de la série télévisée « Fais pas ci, fais pas ça ». Alors c'est bien ce qui est ressorti dans notre évaluation. Alors l'un des frères l'exprimait comme ça, dans le pays, avec un peu d'humour, soi-disant de la liberté, je trouve que l'on impose facilement des manières de faire. On me faisait assez souvent des remarques sur ma façon d'animer la prière. Un autre disait, on me demande de faire telle chose. Ah, oui, mais je commence à le faire, on me dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors les frères français ont reconnu, je ne sais pas si c'est dans leur humilité, leur jugement trop rapide, leur difficulté à accepter des façons de faire différentes et leur manque de patience. Mon prédécesseur comme supérieur général, et que j'ai accompagné en fin de vie en EHPAD, a aimé à répéter « il y a plusieurs manières de bien faire ». J'aime beaucoup cette phrase-là. Il y a plusieurs manières de bien faire. Et sans doute connaissez-vous la réflexion du patriarche Athénagoras, moi qui me marque beaucoup. Je n'ai plus peur de rien. J'en cite quelques extraits parce que je crois que ça rejoint ce qu'on vient de dire. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais je suis désarmé. Lui était rendu à ce stade, j'en suis pas là. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Alors, une autre difficulté que les frères d'ailleurs, une autre difficulté pour les frères d'ailleurs est celle de ne pouvoir exercer en France une activité salariée.
ce qui était généralement le cas dans leurs pays respectifs. Un frère, Joseph, et il va aller à la préfecture de Vendée pour avoir sa carte de séjour et il doit donc remplir sur l'honneur un document qu'il n'exerce pas d'activité salariée en France. Alors il disait, j'ai trop de temps libre, pas assez d'activité, pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire? Ce sont les questions que je me pose et qui me sont posées. Je n'ai que 40 ans, en Inde, j'aurais beaucoup de travail. Il y a aussi les conceptions différentes des repas. Bon, un temps de convivialité pour nous, Français, un temps pour manger, c'est normal, sans perdre trop de temps, et puis après, on va pouvoir discuter, en dehors, après. Alors, à notre table, je dis ça, attention là, Arsène, nous parlons plus de l'Afrique que de l'Inde, sauf le lundi et le vendredi, où nous parlons anglais. Non, il faut dire que Arsène, il était le novice de Zacharie. Et donc, ils ont tout un tas de choses de commun par leur passé. Les frères Joseph et Don trouvent trop long nos temps de discussion et d'échange avant de prendre une décision. Pour eux, celle-ci relève essentiellement du supérieur de la communauté, à lui de la prendre et de la communiquer. C'est quand même plus simple. Il faudrait aussi parler du climat, de la nourriture, du rapport au temps, à l'argent, l'usage du téléphone, la difficulté de conduire à droite alors qu'on a toujours fait le contraire, difficulté administrative, et le frère Don en est victime là, pour être en règle. Alors le frère Aloïs concluait ce chapitre, ce que je viens d'exprimer peut paraître grave, mais aussi, paradoxalement, c'est la source d'une joie profonde, celle d'aller jusqu'au bout de l'appel évangélique. Et cette joie, nous l'avons exprimée à notre manière en répondant aux questions. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? Voici quelques expressions des uns et des autres. J'ai découvert que chacun de mes frères est unique par sa formation, sa façon de voir, de prier. L'attention plus grande au non-jugement, à l'autre différent, la pratique de la patience, le travail sur moi jamais fini pour accueillir les autres tels qu'ils sont. J'ai appris mes limites, une croissance dans l'humilité, la patience, le pardon. J'ai beaucoup admiré les pas faits par les uns et les autres dans l'ajustement de chacun aux autres. Pour moi, la grande grâce de cette communauté est un appel à repartir sans cesse. La communauté est un laboratoire pour vivre en frères entre nous et pour rayonner cette fraternité à l'extérieur. La place accordée à la parole, l'ouverture et l'accueil de l'autre, l'expérience de l'amour du frère, le vivre ensemble. Les frères me pardonnent et sont prêts à faire la réconciliation avec moi. C'est une invitation à m'ouvrir toujours plus. Je ne m'attendais pas à cette ouverture. L'expérience de partager la vie communautaire avec des frères d'ailleurs. Cela élargit la notion de fraternité, d'internationalité. Notre notion d'institut s'est aussi élargie, car nous avons la chance d'être sur un lieu de passage, la maison mère, et la grande famille Montfortaine avec ses 3 congrégations et ses laïcs associés est pour nous une réalité quotidienne, à la différence des frères qui vivent dans des pays où seuls les frères sont présents, sans les pères et les sœurs. Voilà. En conclusion, le pape François, le mercredi 4 novembre dernier, a parlé de la famille. Je l'applique ici à la communauté et voici ce que ça donne. La communauté est une grande salle de sport, d'entraînement au don et au pardon réciproque. Tous les jours, nous nous faisons du tort les uns aux autres. Nous devons prendre en compte ces erreurs dues à notre fragilité et à notre égoïsme. Ne pas laisser la journée se terminer sans se demander pardon, sans faire la paix. Ne pas terminer sa journée en guerre. On voit toujours le langage direct du pape François. Nous voyons bien que tout cela nous est difficile. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et dès le départ de cette expérience, nous citions le psaume 126. On y est revenu après. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » Et enfin, un dernier mot. Frères,
C'est notre belle dénomination. Mais nous avons à devenir ce que nous sommes. Et d'abord, frères du Christ, l'aîné d'une multitude de frères, par une intimité amoureuse avec lui, donc des longs temps de fréquentation, frères du Christ. C'est lui, par sa présence au milieu de nous, qui fera que nous pourrons être frères entre nous dans notre vie fraternelle. Et ainsi, nous deviendrons frères universels et plus spécialement frères des plus petits auxquels Jésus s'identifie. Donc frères, plus qu'une appellation, tout un programme de vie. Merci.